Parmi vous, avant de commencer, qui a déjà fait du web scrapping? Ah ouais, c'est cool. Pour ceux qui n'ont pas levé la main, qui a déjà utilisé ChatGPT? C'est parfait. Donc tout le monde a déjà fait du web scrapping. Je vais vous parler de ça. Donc je m'appelle Fabien. Voilà, je suis passionné de web scrapping. Ça fait 20 ans que je fais ça. J'adore comprendre comment fonctionnent les systèmes, les antibots, les proxys, toute cette partie-là. Il y a plein de trucs à apprendre et je vais vous montrer ça un petit peu en live coding. Je suis aussi le créateur de Scrapoxy. Donc Scrapoxy, c'est gratuit, c'est open source. Il y a plein de boîtes qui l'utilisent dans le monde du web scrapping. Ça permet de gérer toute votre flotte de proxy. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Avant de commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Donc c'est l'histoire d'Isabella. Donc elle est en dernière année d'école. Elle est brillante, Isabella. Et tous les ans, elle fait un truc assez fou. Elle prend sa carte et elle part dans un pays au hasard pendant 1 mois en sac à dos. Sauf que pour organiser ça, Isabella, c'est quelqu'un de très très précautionneux. Elle va prendre toute son année à tout organiser. Les hôtels, les Airbnb, les choses à visiter, les voyages, etc. Elle va tout organiser à l'heure près. Mais ça, si vous l'avez déjà fait, quand vous faites ce type de voyage, ça vous prend un temps fou. Et c'est très, très compliqué. Et elle se dit, mais c'est super bizarre qu'on est en 2024, pourquoi il n'y a pas de site qui existe ça pour partir dans n'importe quel pays dans le monde? Et ça pourrait être quelque chose qu'elle pourrait créer et elle pourra en faire un business. Par contre, Isabella, elle sait que voilà, on est à l'ère de l'AI, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Il va lui falloir beaucoup de données pour entraîner tous ces algorithmes de recommandation. Donc pour pouvoir récupérer tous ces données, elle va utiliser du web scrapping. Par contre, clairement, elle sait qu'elle ne peut pas forcément faire n'importe quoi avec du web scrapping. Donc elle va vraiment regarder, avant de commencer son business, et pas le découvrir à la fin, une fois que ça marche, toute la partie légale. Elle va regarder déjà, est-ce qu'elle ne fait pas trop de requêtes sur le site, est-ce qu'elle ne sature pas les sites où elle va récupérer des données, elle ne fait pas de DOS, ce genre de choses. Ok, donc si elle ne fait pas ça, ça devrait être bon. Ensuite, elle va regarder, est-ce qu'elle ne récupère pas en fait, de données privées, des noms, des prénoms. Elle va plutôt aller se focaliser sur des choses publiques, comme des revues, des noms de lieux, ce genre de choses. Donc dans son projet, ça c'est plutôt cool, ça va dedans. Ensuite, elle va regarder, est-ce qu'elle s'engage en fait? Est-ce qu'elle signe des contrats, des terms and conditions? Typiquement, est-ce qu'elle fait un login sur un site web? Si vous faites ça, en général, vous signez un contrat et en général, on vous dit que vous ne pouvez pas récupérer les données. Si vous ne faites pas ça, techniquement, vous êtes libre de toute obligation. Donc elle va pouvoir récupérer les données. Alors maintenant, je vais vous présenter en fait le site web qu'elle a décidé de scraper. C'est ce site web qui s'appelle Tricky Reviews. Donc Tricky Review, globalement, c'est un site web où vous allez pouvoir récupérer tous les lieux, tous les hôtels que vous allez pouvoir voir dans une ville. Alors évidemment, c'est un site de démo que j'ai fait pour la presse, mais Isabella, elle va devoir scraper ça. Donc par exemple, si elle est intéressée par Paris, elle clique sur Search, derrière, elle va récupérer en fait plein d'infos sur les hôtels. Elle a 50 hôtels à récupérer en fait sur Paris. Ensuite, elle va aller cliquer sur un hôtel et elle va voir toutes les informations qu'elle veut récupérer, par exemple le nom de l'hôtel, le lieu, la description et aussi les revues. Elle est vachement intéressée parce que par les revues, c'est super intéressant. Vous pouvez extraire en fait ce que pensent les clients de l'hôtel en regardant surtout les avis négatifs. Est-ce qu'il n'y a pas en fait des choses à éviter là-dedans? Donc, son but, ça va être de récupérer ça. Alors, chose que je ne vous ai pas dite, le site, il est super protégé, mais de manière incrémentale. C'est-à-dire que vous avez différents niveaux. Là, on est sur le level 1. Vous pouvez aller sur différentes protections et Isabella va devoir les contrecarrer au fur et à mesure de la présentation. Alors je vous montre un petit peu comment il est fabriqué, le site web. Si j'ouvre l'inspecteur, derrière, je vais sur la liste des requêtes. Voilà. Si je reviens, je filtre sur Doc, je clique sur Preserve Log, parfait. Donc je suis sur Level 1. Donc je commence par la page principale, donc la home page. Si je clique sur Search, là je vais arriver sur la liste en fait des hôtels sur Paris, vous le voyez ici dessus. Et si je clique sur un hôtel,
voilà, vous avez toutes les informations de l'hôtel. On a l'UID de l'hôtel ici. Et si on clique sur la requête, vous avez le contenu dans la réponse qui est en HTML. Alors évidemment, moi je ne lis pas couramment le HTML, donc Isabella c'est pareil, et elle n'a pas envie de s'embêter en fait à écrire un système pour extraire les données. Donc en gros un parseur. Donc pour ça, pour extraire ça, pour surtout aussi gérer toutes les requêtes, les retries, les erreurs, les requêtes en parallèle, elle va utiliser un framework. Et elle va utiliser un des plus gros frameworks dans le monde, c'est Scrappy. Qui a déjà utilisé Scrappy? Ouais, quelques-uns. Alors, Scrappy, tac, si je reviens sur la presse, voilà, c'est en Python, c'est utilisé depuis plus de 10 ans, c'est open source, il y a énormément de plugins et c'est utilisé dans la majorité des infrastructures pour faire de la collecte de données. Ça va gérer en fait tout ce qui est parsing, retry, cookies, concurrence, distribution, ce genre de choses. Alors comment ça fonctionne Scrappy? Scrappy en fait ça fait tourner ce qu'on appelle des spiders. Les spiders sont responsables de toute la logique en fait de récupération de données sur un site web. Globalement, c'est une classe Python, on va donner un petit nom, et ensuite on va avoir plusieurs méthodes, pardon. Première méthode, vous avez la méthode start, où vous définissez en fait les URL que vous allez vouloir collecter. Ensuite, une fois que vous avez la réponse, le moteur de Scrappy, il va appeler par exemple la méthode parse ici, et il va nous demander de faire l'extraction de données. Et ici, par exemple, on va utiliser un parseur CSS pour aller récupérer le nom de l'hôtel. Alors je vous montre ce que ça donne en vrai. Globalement, c'est le même. Voilà, c'est le spider ici. Vous avez la méthode start request et ensuite vous avez les différentes méthodes de parsing. Alors l'idée, ce qu'on va faire, vous avez vu, il y a de la pagination sur un site web. On sait à peu près, on a 50 effectivement pages à 50 éléments à récupérer sur une dizaine de pages. On va à chaque fois parser de 1 à 10 les pages, en passant à chaque fois par la page principale, la home page. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour gérer aussi les sessions en scrapping. C'est assez important pour les systèmes anti-bot. Donc par exemple, je vais faire une session, je passe par la page, je vais aller à la page 1, donc je passe par la home page, je vais sur la page 1, ensuite je fais la requête sur la liste des hôtels sur Paris, et derrière je récupère la liste des hôtels ici, et une fois que j'ai l'hôtel, je vais utiliser un extracteur CSS pour récupérer le nom de l'hôtel, l'email de contact de l'hôtel et les avis de l'hôtel. Ça va? Pas trop compliqué? Cool. Donc si je lance le parseur ici, hop, vous voyez, c'est assez rapide, hein, ça se connecte vite sur le site et je récupère les 50 hôtels. Et ce qui est cool avec Scrappy, c'est que derrière, ça peut vous faire de l'extraction structurée. Donc ça va me l'envoyer par exemple en CSV. Et là, tout de suite, j'ai le nom de l'hôtel, l'email, les revues de manière structurée. Donc en globalement 5 minutes, vous avez déjà fait votre extracteur qui est assez robuste, qui gère les retries, ce genre de choses. Alors évidemment, ça c'est le monde facile. Dans la réalité, les sites, ils se protègent un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'étape d'après. Donc je vais revenir ici et on va passer au niveau suivant, donc level 2. Si je relance là mon spider, ce qui va se passer ici, c'est que je vais plus avoir le même résultat. Ici, il va me dire unknown browsers. Donc le site web déjà, il détecte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me dit, ah bah ton user agent, c'est Scrappy. Voilà. Globalement, qu'est-ce que c'est le user agent? C'est une info qu'on envoie en tant que client, on l'envoie au serveur et on dit, ah bah je suis tel client. Comme Chrome va dire, bah voilà, c'est Mozilla, version Chrome sur Linux, ce genre de choses. Et en face, si vous laissez les paramètres par défaut de Scrappy, le site web, il sait, ah, bah t'es un scrapper, je te bloque. Ok, cool. Donc, on peut changer cette info. Alors, quelle info je vais prendre? Je vais aller regarder déjà ce que fait mon navigateur. Hop. Donc si je vais, en fait, je reviens sur ma requête, je vais sur les headers ici. Je peux voir en fait les request headers. Donc c'est tout ce qu'envoie mon navigateur au site web. Et il envoie plein d'infos. Donc ce user agent que vous voyez en bas ici. Je vais à peu près mettre ça. Et je vais aussi envoyer d'autres infos en fait, qui sont complémentaires quand on utilise Chrome. En fait, Chrome, il va envoyer aussi ces headers-là, les sexy HUM, mobile platform, qui confirment en fait le user agent. Protection pauvre, mais si vous faites un random sur le user agent, typiquement, faut aussi modifier ça pour que ça soit consistant. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, je vais aller modifier en fait cette info ici.
Donc ici, je vais rajouter hop, le user agent. J'ai une copilote qui m'aide, c'est cool. Franchement, si vous faites du scrapping, copilote, c'est votre ami. Hein. Tac, sexch UA. Yes, il met quelque chose de cohérent. Vous avez vu, il m'a dit, je suis sous Windows. Hop, et il complète. Hop, c'est pas un mobile. Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est... Voilà. Donc, je suis bien sous Windows. OK. Donc, si Isabella, elle change et qu'elle fait ça, voilà, si elle relance, eh ben, le site web en face, il croit que c'est un Chrome. Donc, je peux récupérer mes différents éléments. Donc ça, vous avez ça sur certains sites web. En général, vous avez très peu de protection comme ça, mais c'est possible. Ce que vous avez plutôt, c'est quand on va passer en fait au niveau suivant. Si je passe au niveau suivant et que je relance, alors là, j'arrive à récupérer, si vous avez vu, quelques infos. Voilà, j'arrive à récupérer des hôtels, par exemple ici. Mais ensuite, bah, je suis vite sur du retry. Donc, ce qui veut dire que le site web, il est en train de me bloquer. Et il me dit, bah, tu fais trop de requêtes. En gros, il y a un système de rate limit pour pouvoir bloquer le site. Alors ça, on se dit, ouais, c'est cool, solution facile, je vais mettre du délai entre les requêtes. Sauf que si vous avez 1 million de requêtes à faire en 1 heure, bah, mettez du délai, on va s'amuser. Hein. Donc non, c'est pas la solution. Le truc, c'est que je fais toutes mes requêtes à partir de mon PC ou d'un serveur. Et là, en fait, il va falloir peut-être utiliser autre chose. Qu'est-ce qu'on utilise, à votre avis? Les proxys. Waouh, c'est trop bien ça. Donc, globalement, le serveur, au lieu de voir un seul endpoint envoyer des milliers de requêtes, il va voir plein de endpoints envoyer peu de requêtes. Donc, il va laisser passer. Et pour ça, vous avez plusieurs types de proxys. Donc, ce proxy, les premiers types de proxy, c'est ce qu'on appelle les proxys data center. Globalement, c'est vous allez sur GCP, vous installez un squid proxy, et hop, vous avez une IP en plus quand vous relayez tout votre trafic dessus. Sauf que c'est bien une IP, mais il ne va pas vous en falloir qu'une seule. Il va vous en falloir des dizaines, des centaines, etc. Donc, on peut automatiser en fait tout ça. Ça, c'est pas mal, les proxys de data center. C'est stable, c'est supervisé sur la connexion fibre, etc. Donc, c'est pas mal, mais ça se fait vite détecter. Alors, pourquoi? En fait, quand vous avez une adresse IP, cette adresse IP, elle est dans un range d'adresse IP, et ce range d'adresse IP public, il est attaché à ce qu'on appelle un Autonomous System Number. Et cet Autonomous System Number, quand Amazon va acheter des ranges d'adresse IP, ils vont les associer à cet ASN. Et derrière, en fait, cet ASN, il a un nom. Et celui-là, c'est Amazon 02. Donc, si j'ai une base de données qui me permet de faire la correspondance entre l'IP et ça, bah, je sais que les IP, elles viennent d'Amazon. Donc, je peux les bloquer. Voilà. Il y a plein de bases libres pour le faire, ou même des bases payantes, avec des taux de rafraîchissement différents. Donc, il y a une astuce pour éviter de se faire choper là-dessus. C'est globalement d'utiliser ce qu'on appelle des ISP proxy, Internet Service Provider Proxy. Globalement, c'est comme un data center proxy. Votre système de relais, il est installé sur une machine dans un data center, sauf qu'on ne va pas utiliser l'IP du data center. Ouais, vous pouvez amener en fait vos adresses IP chez AWS et Azure avec du protocole BGP, etc. Vous pouvez même louer en fait des locaux, enfin des places dans les data centers et mettre vos propres machines dedans. Comme ça, vous gardez en fait les ASN de AT&T. Donc, par exemple, le service de proxy, il va louer en fait chez Verizon ou AT&T un range d'IP, donc pour un paquet de thunes, parce que ça coûte hyper cher quand même. Et dessus, en fait, il va l'assigner, prendre une de ses IP et le mettre sur son proxy. Et en fait, la réalité, c'est que vous allez être mixé dans des ranges de mobiles ou de boîtes, de box Internet. Et bah, du coup, vous vous faites clairement moins détecté par les systèmes anti-bots. Sauf que vous restez dans un IP range complet, donc ça peut poser pas mal de problèmes. C'est pour ça qu'il y a un troisième type de réseau de proxy qui existe, ce qu'on appelle les réseaux résidentiels. Et ça, en fait, c'est des IP qui viennent de vrais mobiles, de vrais laptops, par exemple, ça peut être le mien. Je peux partager ma connexion, gagner de l'argent avec, parce que globalement, il y a plusieurs techniques, effectivement, pour le faire. La première technique, en fait, imaginez que vous avez une application mobile, vous développez un jeu vidéo. Qui a installé des jeux vidéo gratuits sur son téléphone? Allez, voilà, bon, on va continuer. Hein.
Donc, pour faire de la thune, première chose, on vous vend un abonnement payant. Deuxième chose, on vous met de la pub. Donc, si vous n'avez pas les deux, c'est ça. On partage votre bande passante. Voilà. Donc ça, c'est avec votre autorisation. C'est marqué tout en bas dans les petites lignes, etc. Et vous avez coché « Oui, je veux jouer à Candy Crush ». Voilà, ce genre de choses. Et donc, ça vient de là, en fait, les réseaux résidentiels. Donc, vous partagez, en fait, ça. Il y a même des applications que vous pouvez installer sur votre PC et on vous rémunère pour partager du gigabit, etc. Pour ça, c'est surveiller le trafic qui passe dedans. Il n'y a pas de trafic illégaux. Pourquoi ils évitent de faire ça, les boîtes qui partagent le trafic? Parce que derrière, elles se font fermer, en fait, les boîtes. Et elles n'ont pas envie. Donc, derrière, il y a quand même du KYC qui est fait sur ces parties-là. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on utilise tous ces proxys pour aider Isabella. Et on va utiliser Scrapoxy. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus, comment ça fonctionne. Alors, Scrapoxy, globalement, imaginez que vous allez récupérer de la donnée, comme là sur Tricky Review, simplement, et que vous voulez vous connecter directement au site web. Le truc, c'est qu'en général, vous l'avez bien vu, vous allez vous faire bloquer. Parce que le site web, il y a des protections techniques pour protéger la donnée, parce que voilà, c'est des systèmes monopolistiques, peu importe. Donc vous allez utiliser globalement un système qui va orchestrer tout ça. Donc, par exemple, Scrapoxy. Vous pouvez même en fait rajouter des browsers headless si vous avez besoin d'exécuter du JavaScript. Je vais vous montrer ça un petit peu après. Et en fait, Scrapoxy, il va se connecter au cloud provider, à tous les services, et faire de l'orchestration. Il va démarrer des VM, les éteindre, faire tourner les adresses IP, ce genre de choses. Et dans plusieurs zones, dans plusieurs pays, et vous pouvez avoir des adresses IP un petit peu partout dans le monde. Et ensuite, effectivement, le trafic, il va passer avec des systèmes aussi pour gérer les fingerprints, parce que vous pouvez détecter en face que c'est une application bot ou c'est plutôt un Chrome qui va se connecter. Il y a plein de techniques pour faire ça. Allez, on va voir ça. Donc, Scrapoxy, pour le démarrer, c'est super simple. Hop, c'est un petit Docker, ça démarre, et là, c'est tout prêt. Donc maintenant, si je me connecte hop, à Scrapoxy, on va se mettre là, tac. Vous avez une interface super sécurisée, admin, password, parfait. Vous pouvez le changer. J'ai déjà un projet dessus et vous pouvez rajouter vachement de connecteurs en fait. Il y a une marketplace, c'est plutôt une liste de connecteurs. Vous pouvez rajouter du data center, vous pouvez rajouter des services de proxy. Voilà, il y en a dans tous les sens. Des proxys matériels, des proxys 4G. En fait, c'est des clés 4G que vous pouvez mettre sur des racks USB avec des systèmes et vous le branchez dessus. Ça va vous faire la distribution automatique. Si je veux rajouter de la AWS, je peux super rapidement le faire, juste à mettre mes clés dessus et je vais pouvoir démarrer ça. D'ailleurs, je vais vous le montrer. J'en ai déjà rajouté un connecteur sur AWS. Donc, vous voyez, là, j'ai mes instances ici. Je vais démarrer Scrapoxy. Si je vais sur ma console AWS, là, je vais avoir effectivement... donc là, j'ai rien, hein, mais si j'attends 2 secondes, en fait, voilà, j'ai déjà les instances qui démarrent. Et derrière, si je reviens dans AWS, sur la liste des proxys, vous voyez, ils sont tous en train de démarrer. C'est la même chose sur GCP, sur Azure, OVH, etc. Et donc là, j'ai plein de métriques, à savoir si le proxy, en fait, il envoie de la donnée, le nombre de requêtes, et j'ai l'adresse IP et la géolocalisation. Et ça, en fait, c'est des infos que vous pouvez confirmer avec la carte. Donc, vous voyez, j'ai toutes les instances qui tournent dans le data center sur Dublin. Donc, c'est cool. Maintenant, je vais brancher ça, en fait, à mon Spider. Alors, si je reviens, hop, sur mon Spider ici, je vais juste rajouter un middleware. Je suis un peu triché, faire un petit copier-coller. Donc là, j'ai des middleware. Je vous explique après. Donc, c'est à peu près les mêmes. C'est celui-là que j'ai rajouté. En gros, quand j'envoie le trafic dans Scrappy, il y a un middleware qui intercepte tout et qui envoie tout sur Scrapoxy, qui va s'occuper de la distribution. J'ai mes credentials qui sont ici. Donc, si je relance maintenant, hop, le Spider, et bien là, ça passe. J'ai plus de rate limit. Et donc, j'ai tous mes éléments. Si je vais vérifier dans ma console, en fait, on peut voir que le trafic, il est passé sur les différents proxys. J'ai du success rate à 100%. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est ce que vous avez en général sur les sites web. Vous avez ce type de protection. Après, quand on va rentrer dans des antibots un peu plus avancés, c'est ce qu'on va voir. Vous allez pouvoir être bloqué en utilisant ça.
Donc là, si Isabella, elle se connecte sur le niveau d'après et qu'elle relance son spider, première requête, voilà, Data Center Forbidden. Donc c'est ce que je vous ai dit, l'antibot, il a détecté que ça vient d'Amazon. Donc il va falloir utiliser des IP un petit peu plus avancés. C'est ce que je vous ai dit, on va utiliser des proxys ISP. Donc là, j'ai un ami, il m'a passé des credentials. Donc c'est sur du Smart Proxy, c'est un bon fournisseur lituanien, un des plus gros fournisseurs de proxy. Et on va brancher ça sur Scrapoxy. Alors ce que je peux faire aussi, c'est comme je suis un mec qui fait de l'open source et j'ai pas beaucoup de thunes, je vais couper mes instances parce que ça coûte cher. Et je vais rajouter, allez, celui-là, je vais mettre 10 proxys aux États-Unis. Hop là, tac, on démarre ça et on l'allume. Et si on va sur ma liste de proxys, vous voyez qu'en fait, Scrapoxy, il a orchestré à AWS le fait d'éteindre les machines. Donc si je vais en fait sur ma console, vous voyez, elles sont tous en shutting down. Ça c'est cool aussi quand vous avez des sessions de scrapping, ça gère l'autoscale up, l'autoscale down, comme ça vous ne payez pas dans le vide quand vous ne faites pas de scrapping. Parce que souvent en fait vous faites ça à 2h de l'après-midi ou dans la nuit, ce genre de choses, mais il y a beaucoup de temps en fait vous n'utilisez pas. Donc ça devrait être bon maintenant, on doit avoir des instances aux États-Unis. Ah c'est parfait, donc j'en ai une dizaine là. Donc là, ce que je peux faire, c'est juste redémarrer. Vous avez vu, j'ai rien modifié en fait dans mon spider. Hop, je redémarre en fait la récupération de données. Alors là, c'est un peu plus lent parce qu'on va faire un aller-retour. Mais derrière, je récupère toutes mes données. Et voilà. J'arrive à récupérer mes éléments. C'est bon pour vous? Ouais? Cool. Maintenant, on va passer à ce qu'on va rencontrer en termes de protection sur les sites d'e-commerce, les plateformes qui sont à fort trafic et qui ont des vraies solutions commerciales. Donc si je passe sur le niveau 6 et je redémarre, en fait, là, ce qui va se passer, dès que je me connecte, première connexion, il m'éjecte. Il me dit, bah, j'ai pas de fingerprint. Alors là, il est super cool, l'antibot. Il me dit, pourquoi je suis bloqué? Mais d'habitude, c'est pas comme ça. Hein. Donc, bon. Alors, je vous explique ce que c'est la fingerprint. C'est un truc plutôt cool. Si je vais, en fait, sur le niveau 6, où on était, voilà. Donc, je vais enlever le filtrage sur toutes les requêtes, voilà. Tac, et je recharge. Donc, vous voyez, je me connecte au site web. En fait, je vais récupérer la page HTML. Le client, là, hop, il fait des get, il récupère le HTML, le CSS, les images, le JavaScript, etc. Donc, il récupère plein d'informations du site web pour pouvoir les afficher. Sauf que, il n'y a pas que des requêtes get. Il y a aussi des posts. Et j'en ai pas qu'un. J'en ai un deuxième, et puis j'en ai un troisième, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a de l'info, en fait, qui est envoyée du navigateur régulièrement sur le site web. Donc, en gros, il y a un script qui est exécuté par le site web, qui collecte de l'information et qui l'envoie. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il envoie, là, le site? Oh, donc il envoie le type de plateforme, ma time zone, et il envoie aussi le user agent. Donc, si je m'amuse à faker le user agent, j'ai un vrai truc derrière qui lui donne ça. Donc, les informations vont être incohérentes. Donc, je vais me faire bloquer. Le pire, c'est que là, je ne peux plus utiliser Scrappy parce que Scrappy n'exécute pas de JavaScript. Donc, il va falloir que j'utilise un vrai browser pour aller me connecter sur le site web. Mais j'ai aussi envie d'automatiser tout ça. Donc, je vais rester avec Scrappy. Donc, il faut que j'ai une plateforme qui puisse faire ça. Vous en connaissez une? Oui. Selenium, Playwright et Puppeteer. Voilà, il y en a globalement 3 sur le marché. On va utiliser Playwright. Donc Playwright, c'est maintenu par Microsoft, c'est open source, ça peut démarrer du Chrome, du Firefox, de l'Edge, voilà, tout ça. Et surtout, ça peut exécuter du JavaScript. Donc on va brancher ça sur Scrappy. Alors je vais ouvrir un nouveau Spider, c'est globalement le même. C'est à peu près le même. Hein. Vous avez voilà, la fonction Start Request qui va se taper toutes les pages. Ensuite, quand je suis sur une page, vous voyez, je vais appeler les différentes pages.
Chaque fois que je suis sur une page, je collecte les liens au niveau des hôtels et j'extrais le nom de l'hôtel, l'email et les revues. Même chose. La vraie différence, en fait, c'est la manière de récupérer la donnée. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le système de Scrappy qui fait des requêtes HTTP simples, là, Scrappy va dire à Playwright, bah, tu vas ouvrir un browser et tu vas faire la requête à travers le browser. Donc c'est ce qu'on va mettre ici, les download handlers. Donc là, il va passer clairement par Playwright. Donc si je démarre ça, tac, avec. Donc là, Scrappy, il demande à Playwright d'ouvrir des browsers. Ça prend un peu plus de temps. Et bam. Donc là, ça peut aussi ne pas s'afficher. Hein. Ça tourne dans un Docker, hein, ce genre de choses. Mais pour l'histoire, là, je vous montre. Donc il se connecte sur les pages. Donc il va se connecter sur la home page, exécuter le JavaScript, envoyer la fingerprint. Le serveur sait « OK, j'ai une fingerprint, je te laisse passer ». Et là, vous avez vu, je suis en train de récupérer toutes les informations des hôtels. Alors pas besoin de faire un rendering des images, etc. Ça consomme de la bande passante. Donc on bloque toutes ces parties-là au niveau des hôtels. Et là, j'ai récupéré mes 50 éléments. Ça va? Pas trop dur? Non, c'est bien quand c'est automatisé que ça bosse à ma place, j'adore ça. Sauf que on envoie de l'information. Donc on ne fait pas que vérifier qu'on puisse exécuter du JavaScript. Le système anti-bot, il va exploiter ça. Si je vous montre, je recommence, je passe au niveau suivant. Donc là, pareil, Scrappy se connecte sur la home page. Il va dire à Playwright, d'ouvrir Chrome. Chrome va se connecter sur la home page. On va exécuter le JavaScript. Et là, le serveur, ah bah a priori, ça marche pas trop. Je suis pas sur les pages des hôtels et je me fais éjecter. Voilà. Vous avez vu, j'ai récupéré moins de choses et il me dit inconsistent time zone. Il est franchement bon, hein, l'antibot. Hein. Il vous dit comment corriger le truc. Hein. Donc voilà. Là, globalement, il va exploiter l'information de la fingerprint collectée. Alors, les informations, vous voyez, on appelle ça des signaux. Et en général, les systèmes anti-bots, ils en récupèrent à peu près 200. Vous voyez, ils ne récupèrent pas que 3 trucs. Hein. Ils font plein de contrôles dans tous les sens, etc. Et c'est ça qui est rigolo de voir toutes les astuces qu'ils utilisent. Là, ils vont se baser sur la time zone. Globalement, bah, j'utilise une time zone française, mais j'utilise des IP américaines. Donc, du coup, il y a 7 heures de différence. Donc ce qu'il faudrait, c'est plutôt aligner tout ça. Alors on pourrait utiliser des IP françaises, mais je vais garder ces IP aux US et je vais plutôt modifier les infos en fait sur le browser. C'est ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on va essayer de trickser le browser pour pouvoir s'aligner sur les paramètres de l'antibot. Donc là, ce que je peux faire en fait, je peux modifier la time zone ici. Hop, donc là, il y a plein de paramètres pour jouer avec, c'est fait pour. Et je peux lui mettre une time zone aux États-Unis. Voilà. Donc si je le relance maintenant, c'est pareil, Scrappy demande à Playwright d'ouvrir un browser. Le browser va ouvrir sur toutes les home pages. Donc le script va récupérer du JavaScript, exécuter ça, envoyer ça au serveur. Et le serveur dit « Ah, tout est bon, je te laisse passer. » Donc là, vous voyez, il récupère les hôtels un par un. Donc là, on a quand même aligné, on passe par les États-Unis avec des proxys, Scrapoxy, du Playwright, des navigateurs. Vous dites, oh, c'est lourd quand même. Ouais, mais en fait, la majorité des sites web, vous devez utiliser ça pour pouvoir récupérer les données. Et là, je récupère effectivement ça. Donc ça, c'est cool. C'est globalement ce que vous avez sur 70% des sites web qui demandent d'exécuter du JavaScript. Vous avez un minimum de protection. Par contre, maintenant, si vous allez sur tous les systèmes de e-commerce, donc je vais vous montrer, tac, voilà. On va directement aller sur Chrome. C'est un petit peu plus avancé. Si je vais directement au level 8, hop, donc, hop, je recommence. Donc c'est ce que vous retrouvez sur des sites à fort trafic. Là, vous voyez, donc je fais plein de requêtes GET, hein, je récupère le HTML, le CSS, les images, etc. Et je vais trouver une requête POST. Sauf que celle-là, cette requête POST, elle ne s'appelle pas... mince. Voilà, la requête POST, on va la trouver là, à la fin, voilà. Elle ne s'appelle pas FP comme fingerprint, hein, elle s'appelle VMI68, OK. Donc ça doit être ça. Et si je clique dessus, bah, la payload, c'est ça.
Donc rappelez, on doit trouver les signaux dedans pour pouvoir les émuler, les envoyer, ce genre de choses. Hein. Bah là, je ne peux pas. Donc je me dis, OK, bon, bah, je vais voir ce qui génère ça. Parce que le code source, il va m'en dire plus. Donc je vais dans le source. Voilà. Je regarde le site web. Il y a sûrement du JavaScript. Oh, bah, c'est évident. Voilà. Donc c'est pas Bootstrap, hein, c'est pas jQuery, etc. C'est ce truc-là, forcément. Hein. Et si je l'ouvre, eh bah, c'est un code un peu comme ça. Alors, merci Chrome, mais normalement, il est comme ça. Hein. Donc, c'est une ligne comme ça. Alors, je vous le montre. Donc, vous voyez, il y a plein de déclarations de variables. Et il y a des fonctions qui sont comme ça. C'est cool, hein? Bon, c'est évident hein, ce que ça fait, de toute façon. Non, c'est pas évident. Donc le code, il est obfusqué et en fait, les antibots, ils vont évidemment se protéger parce qu'ils ne veulent pas que vous voyez comment ils chiffrent les données, comme signaux ils récupèrent. Donc, ils vont obfusquer. Alors, si je reviens un petit peu sur les techniques d'obfuscation, parce que si on veut déobfusquer, il faut comprendre comment on obfusque. On va partir un peu de ce qu'on avait. Donc là, c'est un petit peu les chaînes de caractères que vous avez. Et vous avez donc la déclaration de valeur et ensuite l'exécution de la fonction. Donc là, clairement, hein, on ne comprend rien. Donc le premier truc, c'est qu'on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans les chaînes de caractères. Donc ça a l'air d'être chiffré. Oh, ça sent le base 64. Donc on va appeler ça. Donc ça s'appelle du string counseling. C'est faire le déchiffrement de la chaîne de caractères. OK. Donc là, j'ai déchiffré ça. On se dit, OK, bon, il y a des constantes qui sont mises. Ce qu'on fait, on va les remplacer. Donc ça s'appelle du constant unfolding. On est en train de remplacer. Donc vous avez vu, on peut récupérer des choses un petit peu plus lisibles. Bon, on va aller jusqu'au bout. Hein. C'est des chaînes de caractères. On voit que c'est additionné. Donc on désadditionne. On enlève le string splitting. Et évidemment, on a aussi ça qui est appelé avec une forme string. On va le passer en dot notations et on va utiliser le Windows. Donc, vous avez vu, c'est la même chose. Hein. Ce n'est pas forcément un énorme surcoût en fait, en termes d'exécution. C'est que 10% quand vous obfusquez le code. Mais derrière, effectivement, ça sécurise pas mal en fait, les choses. Mais aussi, on peut, avec certaines techniques, revenir en arrière. Donc ça, ces techniques, ça permet de faire des déobfuscations sur les chaînes de caractères. Il y a la même chose sur le code flow. On peut aussi modifier la manière de code flow s'exécute. On peut mettre des machines à état. C'est trop cool, les machines à état. Allez, je vous montre ça. Ça, c'est cool. Ce que je vous propose, c'est qu'on déobfusque le code. Ça vous va? Ouais? Eh bien, on va le prendre. Alors, ce code, on va faire un copier-coller. Tac. Hop. Je vais revenir ici. Et je vais le mettre dans un fichier vide, ici. Hop là. Et je le pose là. Voilà. Donc, ça, c'est mon code. Et j'ai un petit déobfuscateur que j'ai écrit. On ne va pas rentrer en détail, mais globalement, ça fait les opérations que je vous ai données. Ça fait du constant unfolding. Ensuite, ça va effectivement rejoindre, enfin, désplitter les strings, etc. Ce genre de choses. Voilà, vous le voyez, ça transforme la string notation en dot notation, toutes ces parties-là. Donc, si je l'exécute, hop, c'est du Node. On utilise Babel.js. Qui connaît Babel? Ouais, beaucoup. Donc, c'est utilisé pour faire de la minification, principalement réduire la taille du code, mais en gros, c'est un transpiler. Donc, vous prenez du code source en état A, vous le mettez en forme d'arbre, vous faites des opérations sur l'arbre, et derrière, bah, vous revenez à un autre code. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Hop, on lance ça, et on a déobfusqué en 2 secondes le code source, si ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc là, c'est le code déobfusqué. C'est moins cryptique, il y a moins de valeur, mais il y a quand même, en fait, par exemple, les noms de fonctions, on ne comprend pas forcément ce que ça donne. Alors ça, vous ne pouvez pas revenir aux noms de fonctions, alors peut-être avec des LLM, mais c'est comme vous faites de l'obfuscation, vous perdez en fait cette information qui ne peut pas être retrouvée. Donc, regardons un peu le code. Alors, ce qu'on voit, donc ça n'a pas l'air d'être super intéressant. Celle-là, on a du chiffrement RSA, etc. Okay. Qui dit chiffrement dit clé. Donc, il y a sûrement une clé quelque part. Ah, bah, ça a l'air d'être celle-là. Tiens, bah, je vais la copier parce que ça m'intéresse, la clé. Tac, je vais récupérer cette clé. Voilà. Donc, ça a l'air d'être une clé publique. OK. Donc, je prends ça. OK, donc ça fait du chiffrement. Donc, vous avez vu, effectivement, la payload qu'on a, elle était chiffrée. Ensuite, bah, ah, tiens, cette fonction, elle fait un post. Donc, ça, c'est la fonction qui envoie l'info. OK. Donc, maintenant, il me faut les signaux. Qu'est-ce qu'on récupère comme info? Canva, WebGL ici,
OK. Ah, bah, je récupère en fait le vendeur et le renderer de ma carte graphique. Voilà, c'est des signaux qui sont couramment récupérés par les systèmes anti-bot. Donc là, on n'en utilise que 2. OK, cool. Bah, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va essayer de faker tout ça. Donc si je reviens, j'ai un autre script ici, voilà. Et ce script, en fait, c'est le même que tout à l'heure, mais sans playwright. Donc vous vous rappelez le premier. En gros, on va se connecter sur la page principale. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est sur la page, la home page, donc on a la session, on va envoyer une payload à l'antibot qui est chiffrée. Donc il y a une petite fonction pour faire un build dessus. Et ensuite, on fait toutes les requêtes. Donc ça, c'est ce que vous avez vu. On fait les requêtes, on récupère les liens des hôtels, nom, email, etc. Et la fonction de build, là, de la payload, elle est là. En gros, on va prendre les signaux, on va les transformer en JSON, on va stringifier tout ça, on va chiffrer tout ça avec du RSA. D'ailleurs, je vais copier, hop, la clé, on va la mettre là. Et ensuite, on va l'envoyer au système. Donc, par exemple, hop, je vais mettre ça, allez, le renderer, hop, allez, pareil, et je vais lancer le script. Et là, en fait, si je lance donc ce script là, donc je me connecte très vite, et là, je récupère très très vite la donnée sur un site hyper protégé. Voilà, je récupère ces infos. Bon, bah c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Il y a des super stickers si vous voulez. Et un truc qui aide vachement les projets open source, c'est de rajouter une étoile sur GitHub. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Et je pense que j'ai le temps pour quelques questions, si vous en avez. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors là, c'est effectivement la question, c'est pour le dernier niveau, est-ce qu'on aurait pu utiliser Playwright? La réponse est oui. Et là, je voulais vous montrer en fait quelque chose de vraiment spécifique. Sauf que si vous avez remarqué, la grosse différence, c'est le temps d'exécution et les ressources derrière associées. Quand vous avez Playwright, il y a des gens, ils ont des fermes de serveurs avec des millions d'instances de Chrome. Ça coûte très très cher. Il y a une autre solution qui est de faire la déobfuscation et d'aller plus vite. Après, c'est entre le temps que vous allez mettre à déobfusquer le code et créer cette ferme. C'est vraiment... ça dépend vraiment. L'avantage du C-Playwright, c'est un peu le temps pour écraser une mouche, mais ça passe à partout, à peu près. Donc beaucoup de gens utilisent cette solution. Ouais. Alors comment ça fonctionne pour les CAPTCHA, les Cloudflare? Eh ben, c'est génial. Il y a des plugins avec de l'AI qui résolvent tous les CAPTCHA, ce genre de choses. Voilà. Donc en gros, votre Chrome, vous le démarrez, vous mettez une extension et hop, là, pouf, ça le solve. Même moi, perso, j'utilise des trucs comme ça. Voilà, le CAPTCHA imbitable, tu peux pas remplir. Bah, tu utilises ça pour toi, quoi. Voilà. Hop. D'autres questions? Ouais. Alors la question, si je la mets de manière un petit peu plus générique, comment les systèmes anti-bot, par exemple, si on reproduit exactement la même requête, en fait, avec un curl, pourquoi les systèmes anti-bot, ils bloquent? En fait, ils vont utiliser pas que des choses instantanées, ils vont aussi tracer les comportements dans le temps. Donc comment tu fonctionnes, comment tu gères ta session, est-ce que tu fais 2 fois la même requête, toutes ces informations-là. Et ils sont devenus vraiment très très performants. Avant, globalement, tu arrivais à récupérer 3-4 éléments. Et puis ensuite, tu étais bloqué. Maintenant, tu es carrément bloqué à la première requête. Ils sont vraiment très, très bons. Donc, il y a aussi cette gestion de session, ce genre de choses. Ils ont de l'analyse comportementale qui permet, en fait, d'aider là-dessus. Voilà. Il y avait une autre question. Ouais. Oui. Qui utilise le chat GPT? Voilà. Bah, voilà. Non, mais c'est globalement la même question.
Utiliser de l'AI, ça consomme beaucoup plus, en fait. Il y a des réponses qui ont été faites là-dessus en Suède, par exemple. Les entreprises suédoises ont l'obligation d'exposer sous forme d'API la donnée. Donc, il n'y a pas de scrapping là-bas. C'est une solution, voilà. Après, la question qui est aussi intéressante de répondre, c'est pourquoi en fait les gens se protègent. C'est légal de le faire, on peut récupérer ce type de données, voilà. Il y a eu énormément en ce moment, voilà, toutes les sociétés de scrapping, elles ont gagné leur procès contre Facebook, contre X, etc. Pourquoi ils font ça? Je bossais dans l'aérien et dans le yield management. Donc c'est globalement l'adaptation des prix automatiques. Voilà. Le truc, c'est que, en gros, comment ça se fait qu'un site, il est toujours moins cher que l'autre? C'est pas compliqué, il surveille les prix, ce genre de choses. Si vous êtes, donc globalement, pour ce que vous allez faire, le site A, il scrape le site B, et puis il adapte ses prix. Évidemment, le site B, il fait la même chose. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y en a pas un qui est plus vert que les autres. Ils font ça. Et globalement, ils ont des règles très basiques qui est paye 1 euro de moins, enfin propose 1 euro de moins le billet. Ce genre de choses. Donc ça peut descendre comme ça. Pour éviter ça, vous bloquez l'autre. Vous l'empêchez de scraper. Donc du coup, il ne peut plus appliquer ces règles. S'il n'arrive plus à récupérer la donnée, en fait, c'est un avantage stratégique. Il ne peut plus adapter ses prix. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a des protections anti-bot. C'est principalement pour des protections monopolistiques, ce genre de choses. Ensuite, donc ça, c'est les protections anti-bot qui vont jouer sur du commercial. Il y a d'autres protections anti-bot qui seront plus pour éviter des attaques à la carte de crédit, ce genre de choses, mais qui seront vraiment dans de la sécurité pure. Et ce n'est pas forcément les mêmes types de sociétés qui proposent ces types d'antibots. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils fonctionnent. Ils ne protègent pas de la même chose. Des fois, on peut avoir 2 antibots différents parce qu'il y en a un, c'est plus de la sécurité bancaire, la sécurité, voilà, ce genre de choses, et de l'autre, c'est de la sécurité commerciale. Ouais. À ce jour, c'est quoi la meilleure protection anti-bot? C'est difficile de dire ça, mais je dirais qu'elle est française. Voilà. Je te laisse chercher. Ouais. Ouais, c'est une très bonne question. Combien de temps ça prend pour déjouer toutes les contre-mesures? Ça dépend du niveau d'expertise, des équipes que tu as. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 2 jours en fonction de ce qu'ils release. Il y a des gens qui sont vraiment bons, qui globalement en 24 heures arrivent à modifier ça. Il faut savoir que les systèmes anti-bot maintenant, ils modifient carrément de jour en jour. Ils ont trouvé des techniques pour que les protections d'un jour à l'autre changent. Donc vraiment, ils ont un gros travail là-dessus, ils ont fait un gros travail. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne, quoi. Voilà. C'est bon pour vous? Bon, merci beaucoup. N'oubliez pas les stickers.